Aujourd'hui, littéralement, quand tu veux louer quelque chose à la montagne, tu payes tout cher parce qu'il y a peu d'objets. Tout le monde veut aller en même temps, mais il y a énormément de merde. Sur Airbnb, pour l'hiver à Crans-Montana, mais le nombre d'objets pourris, mais qui justement appartiennent à ce genre de famille, qui ont hérité, ils savent pas trop quoi faire, ils ont donné ça à une gérance parce qu'ils viennent pas de toute façon. Ou même pas, ils chargent. ils le font eux-mêmes. Ouais, le c'est- neveu ou le petit enfant qui se dit il faudrait qu'on le mette en Airbnb. Mais donc je me dis, c'est assez facile de sortir du lot, tu vois. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui en Suisse, Airbnb fait 37% de l'offre hôtelière. Et donc 95% du volume, c'est l'hébergement chez le tiers en fait. C'est pas professionnel. Je crois qu'il y a à peu près 45 000 logements en Suisse sur Airbnb. Nous, on a une vraiment petite concurrence. Parce que nous, on gère les meilleurs endroits. Ouais. Donc nous, on se différencie par rapport à notre produit. Aujourd'hui, tout le monde réfléchit un jour ou l'autre s'ils doivent faire du Airbnb avec leur bien. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Julian Lee, le leader de la location courte durée de Prestige en Suisse. Hello Julian. Salut Edouard, merci beaucoup pour l'invitation. Merci infiniment à toi. Un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Pareillement. Ça fait plaisir de pouvoir tourner cette vidéo ensemble, première vidéo qu'on fait ensemble. Explique-nous un petit peu premièrement qu'est-ce que tu fais. Tu es déjà assez visible sur les réseaux sociaux quand même un peu. Je sais que tu as vocation aussi à développer cette partie-là. Donc explique-nous un petit peu ce que tu fais concrètement. Et puis ensuite on partira sur plusieurs sujets, sur l'immobilier suisse, peut-être international. On verra. Avec plaisir. Donc voilà, depuis 8 ans maintenant, j'ai lancé une petite structure qui s'appelle Guestly, qui prend de plus en plus d'ampleur, connue dans le milieu de l'immobilier par rapport à ma niche, donc une activité qui est assez unique, qui est la location de courte et moyenne durée dans tout le territoire suisse. Donc il y a 8 ans, j'ai réalisé que les meilleurs appartements, les meilleures villas, les mieux situés, les mieux aménagés sont vides. Quasiment toute l'année. C'est vrai. Et du coup, moi, je suis de formation hôtelière. J'ai décidé de mélanger un peu l'hôtellerie avec l'immobilier à une époque quand Airbnb n'existait pas encore. Ok. En tout cas en Suisse. Très intéressant. Ouais. Et voilà, donc aujourd'hui, on loue des biens dans toute la Suisse. On loue plus de 100 biens tout au long de l'année à des voyageurs, des familles, des expats, des professionnels qui cherchent à se loger de façon déterminée dans divers endroits. Donc ça veut dire majoritairement en station de ski, résidence secondaire ou pas spécialement? Parce Non. que du coup, de l'expérience que j'ai dans les stations de ski, dans les résidences secondaires, c'est vrai que voilà, y a des résidences effectivement qui ne sont pas occupées toute l'année. Et du coup, j'imagine que c'est là qu'il y a le plus de bâtiments vides. Alors on est présent sur beaucoup de stations de ski. Pour t'en citer quelques-unes, on a bien sûr Gstaad, Zermatt, Verbier, Crans-Montana, Champéry, Lézin, Villars, entre autres. Donc ça, c'est une activité qui a toujours existé dans les stations de ski. Ce qu'on appelle les lits froids, c'est une réalité. Ils sont uniquement occupés pendant des périodes scolaires notamment, mais le reste de l'année, c'est vide. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque à peu près le même phénomène, mais dans les villes. On ne parle pas énormément de ça. On parle beaucoup d'une pénurie de logements, on parle beaucoup d'un manque de logements dans les villes, mais il y a énormément de vide. Et si un jour tu t'arrêtes, même dans les rues les plus populaires, les plus circulées de Genève, Lausanne ou autres, tu regardes les immeubles, il y a beaucoup d'immeubles avec les volets fermés. Ah ouais? Toute l'année. Mais pourquoi? Mais c'est des résidences secondaires? Non. Alors, il y a plusieurs types, il y a beaucoup de raisons. Donc, il y a des raisons, parce que ça fut à une époque un investissement. Et puis, l'investissement fait qu'il reste inoccupé. Il y a aussi beaucoup de changements de lieux pour des personnes qui habitent pendant une période, disons à Lausanne, et pour des raisons professionnelles doivent se déplacer ailleurs, mais ils ne savent pas combien de temps leur mission va durer, donc ils laissent des logements vides. Okay. Il y a aussi
il y a plein de raisons. Il y a les divorces, donc il y a la séparation, donc chacun part de son côté, il laisse vide. Il y a beaucoup de personnes qui achètent, ils se disent on va venir régulièrement, mais au final, ils viennent de moins en moins. Ok. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il y a des logements vides en Suisse. Et c'est quoi ce que vous louez le plus alors? Qu'est-ce qu'on loue le plus? Alors, nous, donc si on prend le portfolio, on a presque 30% d'appartements, 30% de villas et 30% de chalets. Ok. Donc, on a un portfolio qui est assez divers, qui est bien équilibré. Qu'est-ce qu'on loue le plus? La Suisse est un pays qui est saisonnier quand même. Donc, un produit ou un autre va fonctionner selon la période de l'année. Les chalets, bien sûr, ils fonctionnent énormément en hiver. Par contre, la Suisse émet énormément d'efforts pour rendre les stations de ski des destinations d'été. Complètement, ouais. Avec le vélo de montagne, les événements, les festivals. Donc, ça commence à bien fonctionner en été aussi. Quand j'ai commencé à terminer un petit peu le courtage résidence secondaire, ouais. vers la fin, enfin même, moi j'ai fait 4 ans donc même tout le long, hein, on sentait que de plus en plus les gens achetaient pour l'été, oui. Et plus que pour l'hiver. J'avais des personnes qui vraiment achetaient pour l'été et voulaient profiter de mettre en location l'hiver, parce que l'hiver ça reste quand même après... tu vois, la station de ski, ça reste quand même le ski, quoi. C'est pas encore des stations de vélo, quoi. Donc les gens achetaient pour utiliser en été et pour mettre en location en hiver, et ça rentabilise largement leur investissement, quoi. Je veux dire, les charges, elles sont largement plus que payées, quoi. Quand on loue 2 semaines à Noël, en général, ça suffit, quoi. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que les gens achètent de l'immobilier? Souvent, c'est un investissement. C'est un investissement qu'ils veulent rentabiliser, qu'ils veulent avoir un certain rendement. Alors certes, beaucoup de produits n'ont pas un rendement qui fait rêver. Par contre, il y a les charges, et beaucoup de personnes veulent juste couvrir les charges et retenir leur investissement, et puis éventuellement, dans l'avenir, faire une plus-value. Et puis dans les régions de montagne, on voit beaucoup d'investisseurs qui profitent pendant qu'il n'y a personne. Et souvent, c'est l'été, des petites périodes. Et ils laissent l'hiver pour louer les biens. C'est là où les prix aussi, ils augmentent. Ça se loue mieux. Donc, ça leur permet d'avoir une sûreté au niveau de leur investissement. Et les résidences les plus luxueuses, typiquement Genève, top situation au bord du lac, ou j'en sais rien. C'est quand que ça se loue, ça? C'est quoi les saisons pour ce genre de propriété? Alors nous, on fait de la courte et moyenne durée. Donc courte, ça peut être minimum une semaine. Ouais. Et moyenne durée, ça peut durer, la location, elle peut durer 1 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans. Donc on n'est pas hyper limité au niveau du temps, mais nous, on est très connus parce qu'on fait de la très courte durée. Donc, quand on parle de la location en Suisse, on s'imagine un minimum 1 année. Mais nous, on arrive à faire 1 semaine. Ok. Et donc, pour répondre à ta question, Genève, c'est quand même c'est une destination, c'est un hub. Donc, tu as constamment des gens qui viennent s'installer, découvrir, explorer Genève. Nous avons un marché principal, c'est les familles. Donc, nous, on ne loue pas des petits logements. On est connu par rapport aux logements qui font minimum 3, 4, 5 chambres à coucher. Okay. Donc, nous, on se spécialise vraiment dans les familles. Et ça marche quand, ça? C'est dans quelle période de l'année que ça marche? Alors, justement, ça marche toute l'année. Ça marche toute l'année? Ok. Beaucoup en été, et les prix aussi, ils varient en fonction de la demande. Donc, en été, on a beaucoup du tourisme. Pendant que tous les Suisses partent à l'étranger, beaucoup d'étrangers viennent en Suisse. Comment tu as vécu la période de la pandémie avec ce genre de... On l'a bien vécu. Hein. Avant le Covid, il y avait un certain rythme, une certaine habitude. Donc, ça ne changeait pas trop. Et puis, mais le Covid a tout changé. Donc, nous, on avait un marché qui était... tu pouvais presque le prédire. C'est-à-dire qu'il y a la période vacancière. Par contre, en dehors de cette période... Typiquement dans les villes, tu as des familles qui viennent soit pour des soins médicaux. Donc, la personne qui fait le soin, qui est donc dans une clinique ou à l'hôpital, en fait, la famille l'accompagne, mais eux, ils ne restent pas à l'hôpital, évidemment. Bien donc, sûr. Ils me louent des appartements ou des villas. La pandémie, ça a changé la donne pour tout le monde. Pour nous, c'était hyper violent au début.
Parce que nous, on était une des premières industries à le sentir. Ouais. Donc la Suisse, qui est un pays qui reste dans le classement mondial comme une destination top 2, top 3, top 5 pour quasiment toute raison, et dépend des marchés étrangers. Donc on a les États-Unis, c'est un marché très important, on a le Moyen-Orient, on a la Russie, les pays de l'Est, on a aussi l'Asie et la Chine qui était un des marchés les plus importants du tourisme suisse. Moi, je me rappelle, en fait, le Covid, il a démarré en Chine. En fait, nous, on avait, on va dire, 30% ou 40% de notre chiffre d'affaires qui était lié à l'Asie. Et puis, et en fait, nous, quand ça commence à être pris au sérieux en Asie, en Chine, tout le monde, tous les Asiatiques, ils nous annulaient toutes les affaires qu'on avait en cours. Ouais. Toutes les réservations, les locations, tous au même moment. Et en fait, moi, je me rappellerai toujours, en fait, je voyais le graphe de mon chiffre d'affaires. Et en fait, tout d'un coup, je vois que ça te plombe. Et ça passe genre de 90% à genre à 5% de revenus. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, de celle-ci, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Tu ne sais pas comment faire. Ouais. Et puis, ici en Europe, on ne parlait même pas encore du Covid. Ouais. Et c'est à ce moment-là, on s'est dit, il y a quelque chose qui va se passer. Et donc après, ça durait 3 ans. Donc pour faire l'histoire courte, on l'a très mal vécu, on l'a très très bien vécu aussi. Nous sommes dans une activité, enfin dans un produit qui est alternatif aux hôtels. Mm-hmm. Et pendant le Covid, en fait, tous les hôtels, ils ont fermé. Oui. Par contre, nous, on est resté ouverts. Et en fait, personne ne s'attendait que ça dure 3 ans. Mais au bout d'un moment, en fait, les familles voulaient se revoir, se regrouper. La Suisse était un des seuls pays dont le confinement était conseillé. C'était pas obligatoire. Tu pouvais encore te balader en montagne. Ouais, juste. Ouais. Ou je crois que tu pouvais presque te balader n'importe où, mais tu pouvais pas accéder dans des lieux à l'intérieur. C'est donc pour ça que les stations de ski ont beaucoup cartonné. Hein. Ils sont surcartonnés déjà parce qu'il y a de l'espace. Ouais. Donc tu avais une quasi-certitude que tu n'allais pas croiser énormément de personnes. Mm-hmm. Et puis, déjà le work from home, le télétravail, c'était la norme, c'était une obligation. Mm-hmm. Donc tu n'avais aucun besoin de rester en ville. Et donc ils nous louaient aussi énormément en montagne. Complètement, ouais. Est-ce que tu as senti pendant cette pandémie, parce qu'un changement dans la méthode de consommation entre avant et après, sachant que, du coup, tu me dis si je me trompe, mais j'ai compris qu'il y a quand même une grosse partie de la clientèle. Après, c'est des biens de prestige, donc peut-être ça change un peu des biens traditionnels. Mais pour les biens de prestige, donc majoritairement, c'est quand même des personnes à l'étranger qui louent, plus que des Suisses eux-mêmes. Alors, c'est une excellente question. Peut-être qu'il y a un changement avant, après. Alors, déjà, le marché touristique suisse est principalement dirigé par un marché national. Ouais. C'est le plus grand marché touristique du pays, c'est la Suisse. Ouais. Donc, nous, dans notre portfolio, nous avons quasiment 35% de Suisse quand même. Ah ouais. C'est 1 sur 3. Ouais. Donc, on a l'habitude des Zurichois qui viennent visiter, par exemple, la Riviera, Montreux-VV, Lutry, Puy. Donc, aussi, ils descendent jusqu'à Lugano. Pendant le Covid, ça marchait archi bien. Lugano. Les Zurichois, c'est clair. Ils étaient vraiment accros au Tessin. Ouais, ça m'étonne pas. Mais est-ce qu'il y a une différence en pourcentage entre avant et après la pandémie ou pas? Ou c'est revenu un petit peu à la norme? Pour la première fois cette année, on commence à sentir la norme, que ça devient normal. Ça redevient comme avant? Oui, parce qu'en fait, pendant la pandémie, tous les Suisses étaient là. Mm-hmm. Ils ne pouvaient pas sortir. Ouais. Donc en fait, pendant la pandémie, nous, on avait presque 70% de clients suisses. Ouais. Et du moment où le Covid commençait à se ralentir, les mesures commençaient à se relâcher, tous les Suisses voulaient sortir de la Suisse. Ouais. Et donc, on n'avait que des clients étrangers qui venaient en Suisse. Mmh. Et aujourd'hui, on voit quand même un équilibre. D'accord. Ouais. Donc, il n'y a eu plus rien
Oui, tout. exactement. Et maintenant, ça revient un petit Et ça peu. faisait énormément peur parce que aussi pour les hôtels dépendent de cette clientèle suisse aussi. Ouais, bien sûr. Mais je me rappelle quand on se réunissait entre acteurs hôteliers et puis on disait qu'est-ce qui se passe si tous les Suisses partent. Ouais. Et les autres pays étrangers qui ne pouvaient pas encore venir, venaient pas. C'est Mais intéressant. tout s'est bien passé au final. Donc, Ouais, complètement. Et comment ça se passe aujourd'hui ou comment est-ce que la clientèle étrangère vit le franc fort? Parce que le franc suisse, il est en train d'écraser à peu près toutes les monnaies qu'il y a sur complètement. Terre. Bah, j'étais à Londres, Donc, hier. très bon exemple, Et Angleterre. c'était... aujourd'hui, je suis rentré de Londres. C'est presque 1 à 1 Ouais, c'est choquant. avec le pound. C'est choquant. Hein. Ah oui, moi je l'ai connu à 3, quoi. Enfin, quand Ah j'étais ouais. étudiant, c'était 2,4. On avait énormément de propriétaires tu sais, en résidence secondaire. Je fais un petit aparté, mais entre 2008, 2012, il y a eu, enfin même 2005, 2012, il y a eu énormément de ventes à des personnes domiciliées à l'étranger, dont notamment des Anglais. Beaucoup d'Anglais. Et là, c'était à peu près 1 franc, 2 francs 50, 1 franc, un pound, 2 francs 50, à peu près. Et du coup, ils ont énormément acheté et pour eux, c'était pas cher. Ah oui. Et après, les stations de ski, à partir de 2011-2012, le prix de vente des biens immobiliers a un peu stagné, voire baissé, pendant quelques années. Là. Parce tout le monde a pensé que pendant la Lex Weber en 2012, les prix allaient exploser. Du coup, tout le monde a construit parce que tout le monde a profité pendant qu'il y a les autorisations pour faire des résidences secondaires. Donc, du coup, il y a eu une surabondance d'offres parce que tout le monde a fait la même chose. Tout le monde a construit pour sauver les terrains. Bref, du coup, il y a eu énormément d'offres d'un coup en 2012. Explosion de l'offre, la demande n'a pas changé, les prix ont baissé. Et puis, du coup, tout le monde était surpris. Et maintenant, c'est en train de remonter justement parce que l'offre, elle a été complètement elle a été absorbée maintenant avec l'augmentation de la demande, surtout depuis la pandémie. Bref, donc tout ça, ça veut dire qu'en 2020-2021, j'ai fait des ventes, moi, au même prix que 2010-2012. Quoi. Et c'est des Anglais qui vendaient. Mais sauf que les Anglais qui vendaient, ils ont acheté quand le pound valait 2,50 francs et maintenant c'est presque du 1-1. C'est-à-dire que même s'ils vendaient au même prix où ils faisaient une perte sur l'immobilier, sur la monnaie, ils faisaient du x2. Quoi. C'est vrai. Et donc c'est pour ça qu'ils vendaient. Oui. Voilà. C'est un peu les seuls qui vendaient. C'est vraiment l'aspect macroéconomique enfin la réalité macroéconomique de notre activité. Hein. Exactement. Nous, on travaille énormément avec des étrangers. Les étrangers, c'est les premiers à poser la question. Et c'est pour ça aussi l'attractivité de la Suisse. Ouais. Aujourd'hui, le rêve de tout étranger, c'est d'avoir de la pierre suisse. Ouais, c'est clair. Donc, ils savent que c'est un investissement quasi sûr qui garde sa valeur quasiment dans tous les cas, avec un rendement qui est très faible. Par contre, c'est sûr, contrairement à d'autres marchés. Donc, les étrangers, ils continuent à chercher des opportunités en Suisse, et nous, on les accompagne, que ce soit dans la location, dans la vente. Ok. Ah, de la vente aussi? Oui, alors récemment, on a fait un super partenariat avec une grosse société qui s'appelle Cardis Sotheby's. Assez connu en Suisse romande. Très connu. Leader, ils ont la marque Sotheby's derrière. Donc aujourd'hui, c'est eux qui réalisent le plus de transactions. Moi j'ai monté ma structure seul avec mon nom pendant 8 ans. Ça s'est super bien passé, mais des pistes partenariats, on voit la force d'un réseau international. Ouais. Donc, oui, on accompagne énormément de personnes en ce moment dont leurs transactions immobilières avec des réseaux suisses ou internationaux. Ok. T'en penses quoi d'ailleurs des stations de ski du coup par rapport à ça? Parce qu'on me pose souvent la question si ça vaut la peine d'acheter en station de ski. Oui. Toi qui as la vision maintenant, peut-être un peu vente, mais bon, pas trop. Disons, j'ai plus la vision vente, t'as la vision plus location. Je rends toujours attentif aux gens au fait qu'en station de ski, il y a des variations de prix qui sont énormes d'un point de vue micro-situationnel, plus que partout ailleurs, à mon sens. Clairement, moi, j'ai vendu des propriétés, des appartements à 12 000 francs le mètre carré. À 100 mètres de là, j'ai vendu à 4 000 francs le mètre carré. C'est des trucs, c'est incompréhensible, mais ça arrive qu'en station de ski parce que tu as des critères en station de ski qui font que voilà, tu as la vue ou tu n'as pas la vue, c'est du simple au double prix. Quoi. Et les gens achètent simplement pour des questions émotionnelles. Quoi. Ils ont envie de. C'est des résidences secondaires, coup de cœur, ils ont de l'argent, ils ont envie de ce qu'ils ont. Tu vois, ils mettent le prix pour ce qu'ils veulent. Quoi. Donc ils sont prêts à payer beaucoup, beaucoup plus cher pour quelque chose qui matche parfaitement ce qu'ils veulent. Et du coup, je rends toujours attentif aux gens sur ce point-là.
ne pas acheter. Les gens que j'ai vu le plus perdre en station de ski, des propriétaires, c'est des gens qui ont acheté dans des stations qu'ils ne connaissaient pas. Donc typiquement, souvent des personnes domiciliées à l'étranger. Ça veut dire un Hollandais qui visite une fois Nanda, une fois Verbier, une fois Cran, et il se dit j'achète à Cran. Et il prend le premier truc qui vient. Il fait 3 visites à Nanda, 3 visites à Cran, mais il n'en a aucune idée. Moi, c'est les personnes que j'ai vu le plus perdre. Et du coup, je rends attentif aux gens sur le fait que les stations de ski, c'est beaucoup de marchés résidence secondaire. Enfin, c'est résidence secondaire. Du coup, un peu aussi localité touristique, vente aux étrangers. Donc, beaucoup plus tributaire de la conjoncture, l'évolution conjoncturelle internationale. Et aussi, la micro-situation dans les stations de ski et la connaissance du marché est beaucoup plus importante. Ça, c'est mon avis. Ouais. Pour la location, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, est-ce que tu vois des différences de prix de location énormes comme ça aussi? Dans la location ou pas? Oui. Ou c'est plutôt saisonnier? Alors, donc, moi, je suis axé très produit. Si tu as le bon produit, c'est bon, tu as de la marge. C'est vrai que ça peut coûter plus, mais tu as une sûreté. Dans le marché, tu as énormément d'opportunités. Tu as beaucoup de types de produits, mais la valeur, ce n'est pas la même. Donc, il faut savoir choisir son investissement. En montagne, donc, nous, on travaille beaucoup les chalets et les appartements. Est-ce qu'on voit une grosse différence de prix d'un produit similaire à l'autre? Oui, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. L'âge de la construction, emplacement, type de configuration. Il y a des produits qui sont beaucoup plus recherchés que d'autres. Ok. C'est quoi les plus recherchés? Alors en Suisse, si tu regardes par segment d'immobilier, en fait, ce qui se vend le plus, c'est des appartements de 2 chambres. 2 chambres? Ouais. Ok. Mais c'est là où, vu l'offre et la demande, le prix va être quand même plus élevé par mètre carré. Ouais. Ok. Donc, les montagnes, ils ont quand même profité d'une période jamais vue dans l'histoire de la Suisse pendant le Covid. Tout se vendait. Absolument. Ouais. Et à n'importe quel prix des fois. Exactement. Ouais. Donc c'est ça aussi que d'ici 5, on commence à le voir, mais dans les 3, 5, 10 prochaines années, en fait, on va voir les conséquences de ces choix. C'est-à-dire que tout le monde détient de l'immobilier de montagne, mais avec les taux d'intérêt qui commencent à monter, ils veulent le relâcher. Mais ils veulent relâcher énormément d'immobilier sur le marché. Donc, je ne sais pas si les prix vont continuer à augmenter pour la plupart des stations. Oui. Maintenant? Ouais. Je suis assez serein par rapport à ça, moi, personnellement. Effectivement, ça dépend des stations, mais il y a beaucoup de différences entre les stations. C'est vrai. Mais je suis assez serein. Surtout sur le long terme. Là, c'est plutôt pour des questions juridiques. On ne peut plus construire, donc basta. Je veux dire, ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ETH de Zurich pour comprendre que quand tu ne peux pas rajouter de l'offre, mais que tu as de la demande qui la valeur augmente. Il n'y a pas de miracle. Donc, c'est pour ça que je crois beaucoup dans les stations de ski. Et maintenant, j'avais une question. Il y a aussi beaucoup de problèmes dans les stations de ski, mais je ne sais pas si tu vois ça, ou je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs. Peut-être tu peux me dire ça sur des biens ailleurs, parce que là, il y a surtout propriété de personnes domiciliées à l'étranger, parce que tu fais beaucoup de prestige, mais il y a aussi beaucoup d'appartements maintenant, en tout cas en station, qui ont été achetés à l'époque, il y a très longtemps. Et certainement qu'à Genève, il y a des choses similaires aussi, par les parents. Ils ont gardé la propriété pendant 30 ans, 40 ans, ils venaient tout le temps avec les enfants pour les vacances. Les enfants ont grandi un peu là-dedans, mais après ils ont hérité, ils sont 3 enfants, 4 enfants. Il y en a un qui habite au Sénégal, il y en a un qui habite en France, il y en a un qui habite à Londres, il y en a un qui habite en Suisse. Et du coup, ils ne savent pas comment faire parce qu'il n'y a personne qui utilise tellement, ça commence à coûter, il va falloir rénover. Et du coup, pendant une période, ils le mettent en location. Ils ne savent pas trop s'ils veulent vendre ou pas, mais ils le gardent en location. Mais du coup, l'immeuble, il se dégrade et il est souvent très dégueulasse. Oui. Et ils ne veulent pas mettre 1 franc dedans. C'est juste, ouais. Parce qu'ils ont hérité d'un truc qui a été payé à l'époque 300 000, qui aujourd'hui vaut 1,3 million. Oui, et du coup, ils ne comprennent pas le principe de mettre 200 000 balles dedans pour le rénover. On a beaucoup de clients comme ça qui ne savent pas quoi faire. Et pendant qu'ils ne savent pas quoi faire, au lieu de laisser vide, ils nous appellent. Enfin, ils appellent ma boîte. Ouais. Donc, c'est ça l'avantage de la location de courte durée. C'est que ça te permet d'avoir un revenu locatif, une rentrée d'argent, le temps que tu fais un choix. Typiquement, avec Cardis Sotheby's, on a regardé les statistiques et on se disait certains types de biens, ils vont être sur le marché, mais à coup sûr, minimum pendant 6 mois ou 8 mois.
Ouais. avant de se vendre. Mais ils sont vides entre-temps. Ouais. Le propriétaire, il a le poids des charges. Ouais. Il n'a Il a pas d'entrée. aucune garantie de quand est-ce que l'acheteur va se présenter. Ouais. Donc, en attendant, il nous appelle et nous, on loue. Et ce qui est intéressant pour l'agence immobilière qui fait du courtage, c'est que le propriétaire il est beaucoup plus soulagé. Il ne va pas les appeler chaque matin voir s'il y a eu des visites ou s'il y a eu des offres. Ouais. Parce qu'il est beaucoup plus soulagé. Et donc, l'immobilier, l'immobilier, à la fin, c'est une histoire humaine, en fait. Donc, c'est l'humain qui fait héritage de l'immobilier. Et souvent, ça peut être aussi compliqué. On ne peut pas prendre le choix, on ne sait pas comment prendre le choix. Donc, au lieu de le laisser vide, parce qu'une fois que tu le laisses vide, c'est vraiment une perte totale qui ne sert aucun propos. Il vaut mieux le louer pendant une certaine période. Ouais. Mais j'ai l'impression que sur le marché de la location, c'est assez facile aujourd'hui de sortir du lot, en tout cas en station, hein, en montagne, de sortir du lot en faisant quelque chose picobello, très sympa, vieux bois, pierre par terre, tu vois, les trucs que tout le monde veut. Hein. Ouais, la qualité des matériaux les plus nobles, etc. Oui, c'est. Ouais. Mais Alors, le problème, c'est bon, c'est un prix. il faut investir. Ouais, il faut investir. Et il y a l'entretien aussi, je veux dire. C'est toujours embêtant de faire un truc neuf, super joli et cher si c'est mal loué, quoi, ou loué à n'importe qui. Mais aujourd'hui, littéralement, quand tu veux louer quelque chose à la montagne, tu payes tout cher. Tu payes tout cher parce qu'il y a peu d'objets. Tout le monde veut aller en même temps. Mais il y a énormément de merde. Franchement, il y a énormément de merde. Tu regardes sur Airbnb pour l'hiver à Crans-Montana, mais le nombre d'objets pourris, mais qui justement appartiennent à ce genre de famille, qui ont hérité, ils ne savent pas trop quoi faire, ils ont donné ça à une gérance parce qu'ils ne viennent pas de façon Ou même pas, payent les charges. ils le font eux-mêmes, ils essayent. C'est le neveu ou le petit enfant qui se dit il faudrait qu'on le mette en Airbnb. Ouais. Il y a beaucoup. Mais donc je me dis, c'est assez facile de sortir du lot, tu vois. Oui. Faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, en Suisse, Airbnb fait 37% de l'offre hôtelière en Suisse. C'est gigantesque. Ah ouais. Oui. Ouais, c'est pour ça que c'est un problème, en fait. Okay. Et donc, aujourd'hui, Airbnb, qui est un produit qui est extrêmement recherché, l'alternative aux hôtels, etc., 95% du volume de Airbnb, en fait, c'est l'hébergement chez le tiers, en fait. C'est pas professionnel, c'est pas du top. Ouais. Mais c'est pas ça ta concurrence. En tout cas, pas pour nous. Donc, nous, sur les... Je crois qu'il y a à peu près 45 000 logements en Suisse, sur Airbnb, sur la plateforme. Nous, on a une vraiment petite concurrence. Parce que nous, on gère les meilleurs endroits, qui sont les plus attractifs aussi. Ouais. Donc, nous, on se différencie par rapport à notre produit. On accepte uniquement peut-être 2 à 5% des biens qui nous sont présentés. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est très peu. Ouais. Oui, très peu. Mais tu utilises Airbnb ou pas pour de moins en moins. Okay. Moi, j'ai surfé la vague. Quand je commençais mon activité il y a 8 ans, pour simplifier le discours, expliquer aux propriétaires ce qu'on voulait faire, je disais, on va faire du Airbnb. Okay. Et à l'époque, les gens ils ne savaient même pas qu'est-ce que ça voulait dire Airbnb. Ouais. Ils pensaient que j'étais un extraterrestre. Aujourd'hui, tout le monde réfléchit un jour ou l'autre s'ils doivent faire du Airbnb avec leur bien immobilier. C'est possible. Et il y a même presque beaucoup de personnes qui disent que si tu ne fais pas du Airbnb aujourd'hui avec ton logement, tu n'es pas tendance. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, nous, on utilise Airbnb comme plateforme de visibilité. Mm-hmm. Par contre, ils ne font même pas 20% de notre chiffre d'affaires. Ah ouais. C'est pas plutôt bien, hein. Ouais. Mais ce n'est pas non plus gigantesque. Ah ouais. C'est quoi, ça vient de quoi, naturellement? Oui, naturellement, oui. En fait, nous, on a des produits qui sont extrêmement bien réfléchis et choisis qu'en fait, il n'y a que nous qui les avons. Okay, donc, le client, il va finir chez nous. Ok, d'accord. Et s'il veut être dans une certaine région et il sait ce qu'il veut, en fait, il va finir chez nous. Ok. Si c'est disponible. Après, c'est déjà loué très souvent. Intéressant. Mais pour certains biens, il n'y en a pas assez, en fait. Ok. Et comment tu vois l'évolution de la location Airbnb alors,
es dans les biens de prestige, donc c'est un petit peu différent, mais sur la consommation future, orientons ça plutôt dans ce sens-là, mais la consommation des gens de l'immobilier, fondamentalement pour le futur, parce que je pense beaucoup à ma situation personnelle pour ça. Aujourd'hui, je déplace les bureaux à Vevey dans quelques temps. Donc je vais me déplacer de Sion à Vevey personnellement, mais je dois retrouver un appart, je sais pas combien de temps je vais faire là-bas, et en fait un truc qui me tient à cœur et que j'ai vraiment besoin, moi, c'est la flexibilité aujourd'hui. J'ai besoin de pouvoir bouger n'importe où, comme je veux, n'importe quand, tu vois. Et il y a de plus en plus d'appart-hôtels, de plus en plus de systèmes comme ça qui louaient courte durée ou très courte durée, qui louent de plus en plus courte durée, moyenne durée, longue durée, mais qui te donnent beaucoup de flexibilité sur ce que tu peux faire. Tu vois, c'est des trucs déjà équipés, t'as pas besoin de bouger tes meubles, t'as pas besoin de t'embêter. Il y a des fois des équipes de ménage qui viennent, qui passent, tu vois. Et donc c'est vachement optimisé. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Comment va évoluer la consommation de l'immobilier? Parce que j'ai le sentiment, moi, que ça va aller dans ce sens, mais que ça prend du temps, et je sais pas jusqu'à quel point. Alors la tendance, typiquement, nous les professionnels de l'immobilier, nous on s'adapte. Donc si le marché dicte très court durée, on va faire un nombre de très court durée. Après, l'expérience fait que tu veux plutôt miser sur du moyenne durée. Si l'offre est juste, si l'offre et la demande sont justes, il faut miser sur de la moyenne durée. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus mobiles, nomades, dynamiques. Les gens restent... nous, notre génération, en fait, nous, on change d'endroit assez souvent. Ouais. Dans le passé, les gens, ils trouvaient leur maison et ils ne bougeaient plus pendant 30 ans. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, le ménage moyen en Suisse, c'est 2,19 personnes en 2024. On a besoin de 46 mètres carrés par habitant, en gros, sur la Suisse. Oui. Donc on habite dans des beaucoup plus petits logements, mais on est beaucoup moins de personnes par logement. Donc c'est pour ça qu'il y a des 2,5, il y a des studios qui se construisent dans tous les sens. Oui. C'est parce que les gens ont besoin de ça. Et du coup, je me dis, pour la location, on va forcément consommer beaucoup moins longtemps les objets. Oui. Oui. Comme avant, tu l'as dit, on construit une maison, on achète un appartement de 5 pièces et demie et on le garde pendant 20 ans, 30 ans. On a démarré le projet appart-hôtel sur Montreux. On l'a fait même pendant le Covid. En fait, on avait lancé des immeubles entiers en appart-hôtel. Excellent. Et puis, c'est un modèle qui fonctionne. Il y a énormément de demandes. Donc, je vois un avenir là-dedans. C'est clair que ça va dépendre du produit, ton emplacement. Et puis, d'un point de vue même investisseur ou professionnel, en fait, ton rendement il va être beaucoup plus élevé que le modèle traditionnel. Donc, de la très, très longue durée. Ouais. Okay. Donc, c'est plus intéressant dans cet aspect. Ok. Et les gens qui louent en courte durée, de manière générale, ils louent pourquoi? Majoritairement, ça reste les vacances quand même. Je ne sais jamais d'être assez étonné, mais par exemple, quand je te dis que 35% de mes clients sont suisses, tu serais étonné de savoir à quel point les Suisses cherchent du logement temporaire à cause de dégâts d'eau. Ah ouais? Mais c'est un truc de malade. Tu sais, on critique beaucoup. Beaucoup de propriétaires suisses, ils se disent mais j'ai un peu peur de ce que mes voisins vont dire. Qu'on fait du Airbnb, etc. Je leur dis toujours, mais vos voisins, en fait, ça va être un de vos premiers clients à Noël, quand tu dois ramener toute la famille. Ouais. Tu la mets où, la famille? Tu veux pas la mettre à l'hôtel. Tu loues la maison à côté de chez toi. Dégâts d'eau, il faut absolument rester dans le quartier. Pourquoi? Parce que les enfants vont à l'école, il faut pas trop... il y a papa, maman, ils ont leur boulot pas très loin. Donc, ils louent du logement temporaire, les rénovations. En Suisse, il y a de plus en plus de rénovations. Ouais. On sait quand est-ce qu'on démarre, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça se termine. Ouais, c'est clair. Donc, quand l'architecte ou le maître d'ouvrage t'avait garanti que tu allais rentrer à ta maison en avril, mais tu vois déjà que les travaux vont continuer jusqu'à juin-juillet, et puis tu es déjà sur place, en fait, tu loues un appartement dans la courte ou moyenne durée ou une villa. C'est clair. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de Suisses qui louent de façon temporaire. Ouais, ok. Beaucoup des raisons familiales, il y a plein de divorce. Ouais. Aussi, ouais.
Ah, intéressant, donc rien à voir forcément avec les vacances. Hein. Pas nécessairement. Justement, ouais, d'où le besoin de flexibilité et du coup le parallèle avec ça que je voulais faire, c'est quoi ton avis sur la partie juridique cette fois? Parce que là ça commence à être de plus en plus contraignant. Oui. Autant les gens ont besoin de ça et je pense qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin, mais autant les politiques veulent pas ça parce que le marché du logement est très limité, très tendu maintenant, ce que j'arrive à comprendre. Et si tout le monde met son logement, tous les propriétaires mettent leur logement en Airbnb, pour augmenter la rentabilité, ça diminue le nombre de logements disponibles pour y habiter vraiment à long terme. Donc je comprends la problématique, mais là il y a un vrai conflit, quoi. Donc nous, on savait que tu pouvais pas fonctionner de façon... tu pouvais pas louer de n'importe quoi et n'importe comment pendant très longtemps. Nous, on voyait un encadrement juridique et fiscal qui allait venir. Ils allaient s'installer tôt ou tard. Ça, tu dis au début de Airbnb, Oui, où ça a oui. commencé à être n'importe quoi. La Suisse est très en retard selon les tendances. Ouais. Mais nos confrères, les Français, capitale mondiale du tourisme, c'est la France. Ouais. Déjà, juste Paris, ils accueillent 23 millions de touristes par année à Paris. C'est incroyable. En Suisse, dans tout le pays, c'est 22. Ouais, c'est fou. Eux, ils ont vu une croissance dans le modèle Airbnb qui est irréplicable, quoi. Et donc, eux, c'était les premiers à dire on met un stop parce que les gens vidaient les immeubles locatifs pour faire du Airbnb, quoi. Ouais, bien sûr. Tellement ça. Il y a encore les Jeux Olympiques qui arrivent, donc ça, je pense que ça Ouais, va être. Ils sont à fond là. Et les Français, ils sont vraiment à fond. Ouais. En Suisse, en Suisse, c'était vraiment pas mal d'années après ils se sont posé les questions. Comment ça fonctionne par rapport à la taxe de séjour? Ouais. Les confrères hôteliers, eux, ils sont soumis à des règles et des exigences qui sont extrêmement dures. Ouais. Il faut être conforme à tout type de choses. C'est assez dur pour eux. Et eux, ils voyaient les voisins faire du Airbnb n'importe quoi, n'importe comment et à quelque part prendre une part du marché. Bien sûr. Sans aucun Sans égard. aucune contrainte. Ouais. Aucune contrainte. Ouais. Et du coup, ça n'allait pas durer éternellement. Ouais, bien sûr. Donc du coup, nous, pour répondre à la question, nous, on était avant-gardistes par rapport à cet aspect-là. On était les premiers à aller chercher au niveau communal comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça pourrait être mieux. Je me rappelle que nous, on leur proposait plein de solutions innovantes par rapport même déjà à l'enregistrement des clients, mettre ça sur des listes Excel plutôt que ramener des petites feuilles que faisaient les hôtels à l'époque, intégrer la taxe de séjour, la TVA, tout ça. Et là, ça commence à devenir en fait très, très, très dur au niveau juridique. Et puis, au niveau des permis, ça commence à être très tendu. Nous, on voit ça. L'autorisation de louer. Oui, depuis cette année. Ah non, depuis l'année passée. Okay. Depuis l'année passée, la Confédération s'est mise d'accord sur déjà le statut d'affectation des logements. Mais, parce qu'ils se posent la question, mais comment ça se fait que c'est une résidence principale, mais les louer 8 mois par année ailleurs? Bien sûr, ouais. C'est une excellente question. Ouais. Est-ce que le statut est conforme à faire du bed and breakfast ou est-ce que c'est une activité commerciale autre? Est-ce que c'est de la par-hôtellerie? Il y a plein de choses. Ouais. Et là, la Suisse est très active à chercher ceux qui se mettent sur Airbnb. Ils reçoivent tous une lettre assez rapidement sur où est-ce qu'il faut s'inscrire, à qui il faut appeler pour avoir un permis, pour exercer une activité commerciale. Et puis voilà, ça va quand même assez loin. Hein. Je suis quand même assez surpris. Ouais. Ah ouais, oui. Ouais, j'ai toujours pensé à ça. Ça veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui a un appartement à Lausanne, centre-ville. Ça a changé. Avant, c'était le service de l'urbanisme. Aujourd'hui, c'est l'office de la population qui gère ça avec la taxe de séjour. Et puis, il y a même des personnes dédiées à passer leur journée à matcher. Aller sur Airbnb, matcher le bien avec telle parcelle ou tel propriétaire. Et non, ils sont honnêtement impressionnants. Ah ouais, ils vont loin. Ils vont loin. Je me demandais si vraiment ils faisaient l'effort d'aller jusque-là et de pas laisser passer. C'est récent. Hein.
Ouais, ok. C'est la chasse aux sorcières. Ouais. Ok. Ça, ils sont taqués. Et donc tu reçois une lettre, il t'explique les démarches que tu dois faire et, voilà. Et ils te lâchent pas, Et des fois tu peux pas. Enfin, je veux dire si parce que tu peux plus, ouais. des fois est-ce qu'ils te disent tu peux simplement pas le faire quoi. Ça arrive. Oui. Ok. Ouais, il y a un choix. Tu peux ne pas le faire, Ouais. mais Non mais ce qu'ils te disent des fois, dans votre cas là, on interdit de louer, genre centre-ville de Lausanne, centre-ville de Genève, ils te disent, ok, interdiction de mettre en location Airbnb. Oui. Ou alors, Oui. on vous limite à, vous devez prouver que les dates de disponibilité sur Exactement. Airbnb, Et c'est là, ils maximum. leur calculent, le font sur la période d'affichage sur Internet. Donc Ok. c'est Ah plus ouais. sur la période louée. Ok. Parce que avant, tu pouvais dire, moi de toute façon, je loue moins d'un an de jour. Ouais, c'est ça. Donc Ça je fais passe. ça vraiment de temps à autre. Mais aujourd'hui, c'est par rapport à la durée de l'annonce. Ok. Donc si ton annonce, si tu la publies aujourd'hui en ligne et puis tu es visible de janvier à décembre, automatiquement, tu fais plus d'un an de jour. Ok. Et automatiquement, tu fais de l'activité commerciale. Ok. Et automatiquement, il faut un permis qui convient à beaucoup, mais à d'autres pas. Ouais. Et ils lâchent pas, ouais. Ok. Donc, moi de mon côté, moi, ça me plaît. C'est vrai que c'est des démarches administratives un tout petit peu plus complexes. Ça professionnalise un petit Ça peu professionnalise. l'activité. Hein. Et Ouais. ça évite les abus. Ouais. Et du coup, en fait, beaucoup de gens ils sont en train de quitter les plateformes. Mhm. Et par conséquent, en fait, il y a moins de concurrence aussi. Ouais. Ok. Donc, Ouais, parce que c'est fini de se dire, parce que souvent on me pose la question aussi, mais de se dire, moi j'achète un appartement centre-ville, je loue Airbnb, comme ça je passe le loyer de. Ou alors pire, j'achète un appartement avec un locataire dedans, je le fous dehors, ensuite je loue un Airbnb, je passe le loyer de 1008 par mois à 3002. Et du coup, mon appartement, la rentabilité de mon appartement explose. Ça c'est terminé quoi. Enfin, disons que ça dépend où tu le fais quoi. est-ce que c'est terminé? Non, c'est pas terminé si tu fais les démarches nécessaires auprès des autorités communales, cantonales, Ouais, ok, fédérales. d'accord. Ouais. C'est encore possible. Mais tu dois donc changer l'affectation de ton appartement. Oui. Ok, mais dans une PP, admettons. Mais je sais pas si tu as beaucoup de PP. Non, mais... alors ils ont instauré des règles très strictes vis-à-vis des PPE. Ok, Si tu veux faire de la location courte durée dans les PPE, déjà tu dois avoir l'autorisation de la régie, qui est impossible. C'est Et clair. juste pour t'amuser, tu dois aussi avoir l'autorisation je crois que c'était 4 voisins les plus proches. Donc c'est pas celui de l'immeuble à côté ou Ouais. non, il faut vraiment que les 4 voisins les plus proches doivent donner l'accord. Ok, Comme quoi, ils ne seraient pas dérangés par rapport aux nuisances liées à la location de courte durée. ah ouais. Ouais, ça va loin, ouais. Donc pour les PPE, c'est de plus en plus compliqué. Ouais. Ouais. Ah, pas complètement. Ouais. Mais après, donc voilà aussi, il y a des PPE qui fonctionnent très bien et puis c'est instauré dans le règlement de la PPE comme quoi il y a une flexibilité, il y a quand même une tolérance à l'activité. Ok. Donc il y en a. Mais Ouais. c'est rare. Ouais, c'est rare, ouais. Oui. Après, voilà, il faut s'orienter plus sur des villas. Les villas, ça dépend de ta commune, ça dépend de ce que c'est, mais c'est un produit aussi qui est très recherché Ok, et qui fonctionne. Ouais. excellent. C'est quoi maintenant ta vision? Là, on a fait le tour de la Suisse assez en profondeur. C'est quoi ta vision sur les pays internationaux maintenant, à l'international? Je sais pas où est-ce que tu pratiques, où est-ce que tu vois ce qui se passe. Mais j'imagine que tu es assez informé. Et c'est quoi la différence fondamentale maintenant de la Suisse et l'étranger sur la location courte durée? Donc la Suisse qui suit les tendances, mais un tout petit peu en retard. On voit la tendance de cette activité qui se fait de façon globale. Hein. Cette activité se pratique partout dans le monde. Nous, on a depuis 8 ans, on a vu les limitations de la Suisse vis-à-vis de l'activité. Ouais. C'est un pays saisonnier. Si tu veux avoir une certaine performance, en fait, la Suisse n'est peut-être pas le meilleur marché pour ça. Ok. Du coup, on vient d'ouvrir la structure à Dubaï, Ok. avec déjà quelques biens en gestion. Et ce qui est intéressant, c'est que la Suisse et le Moyen-Orient, en fait, la haute saison suisse, c'est la basse saison Moyen-Orient.
Et et la basse saison du Moyen-Orient, c'est la haute saison en Suisse. Ok. Et donc, on est en train de se développer beaucoup à Dubaï. L'Arabie Saoudite va suivre aussi. D'accord. On voit une capacité de croissance qui est beaucoup plus intéressante sur ces marchés. C'est des marchés qui sont plus récents, qui sont plus aussi adaptés et puis accueillants à l'activité. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a beaucoup moins de restrictions, j'imagine, juridiques. Oui et non. Ouais. Non, tu peux y aller, quoi. Ouais, tu fais un peu comme tu veux. Ouais. Ouais, ok. Tu fais pas comme tu veux. Là, par exemple, là-bas, c'est différent. C'est intéressant de voir les différentes démarches. Ouais. Là-bas, tu peux, en fait, tu dois t'inscrire au registre du commerce. Tu dois obtenir une licence. Il y a des contraintes par rapport au niveau de la licence. Mais une fois que tu es bon de leur côté, honnêtement, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Ah, ok. Ouais, d'accord. Et eux, ils sont fiscalement, c'est ouverts. intéressant. Oui, aussi, ouais. Donc, et puis, ce qui est intéressant entre le Moyen-Orient et la Suisse, bon, quand je parle du Moyen-Orient, c'est beaucoup Dubaï, enfin les Émirats et puis même l'Arabie Saoudite, c'est que c'est quasiment les mêmes clients. Ouais. Les mêmes clients avec quasiment le même pouvoir d'achat. Ouais. Donc, les prix sont quasiment les mêmes. D'accord. Et ça, c'est aussi c'est très intéressant parce que on arrive à avoir un calcul d'unité qui est assez précis. Et puis faire du cross-selling entre deux destinations qui sont très recherchées. Ok. Donc nous, on voit une grosse opportunité de développement à l'étranger. Ouais. Et puis on est en train de aussi considérer l'Espagne cet été. Ouais. Donc on est occupé. Ouais, bah j'imagine. Hein. J'avais une grosse théorie, moi, par rapport à ça, parce que quand on me pose tout le temps la question sur le Airbnb, je dis que voilà, bon, la Suisse, je dis tout de suite que la Suisse n'est pas vraiment prévue pour ça, quoi. Ou alors plutôt dans les localités touristiques, tu vois. Des biens spéciaux, typiquement le luxe, prestige, ça je suis complètement d'accord. Les stations de ski, je suis complètement d'accord. Mais les régions, genre centre-ville, j'ai pas l'impression que c'est prévu pour ça, tu vois. Et ma théorie aussi, c'est que le marché pourra jamais être aussi intéressant que dans d'autres marchés internationaux pour la location courte durée, simplement parce que, tu vois, Budapest, ça a cartonné depuis le Airbnb. Hein. Airbnb, ça a changé la ville. Hein. Ouais. C'est passé d'une ville normale à une ville qui loue au monde entier. Oui. Tout le monde va là-bas et tous les propriétaires, tu as déjà vu ces photos à l'entrée des immeubles, tu as des boîtes à clés en lignée comme ça, des dizaines et des dizaines de boîtes à clés pour un immeuble de 100 appartements. Ouais. Et c'est un truc de fou. Et là où je dis que c'est très différent de la Suisse, c'est qu'à Budapest, tu payes un prix hongrois pour acheter l'appartement, tu loues après un prix suisse pour le louer. Tu vois. Et c'est ça la grosse différence. C'est qu'en Suisse, l'opportunité. Donc tu peux faire, en gros, tu peux acheter à Budapest et louer à des Suisses, tu vois. Clairement. Mais tu vas jamais acheter en Suisse et louer à des Hongrois, de manière générale, tu vois. Tu vas jamais acheter à un prix suisse pour louer à des prix hongrois. Du coup, ça n'a aucun sens. Ouais. Donc en gros, nous, le prix de vente des biens immobiliers, il est beaucoup plus rapproché des prix de location. Tu vois. Il y a beaucoup moins de divergence entre la location longue durée et la location courte durée à cause de ça. Simplement parce que nous, au final, la clientèle qui peut se permettre de louer, de venir ici, alors c'est soit effectivement des étrangers, mais du coup qui peuvent se permettre les biens que tu loues toi, soit des Suisses, quoi. Ouais. Beaucoup de Suisses. Nous, les prix qu'on pratique, ça démarre, je pense à 500 francs la nuit pour un appartement, 2-3 chambres, et ça peut monter jusqu'à, c'est l'infini. Hein. On pratique même des fois des prix jusqu'à 40 000 francs la nuitée. Ah ouais. Ce qui n'est pas exorbitant. C'est vrai que ça peut choquer, mais en fait, nous, on offre un service tellement personnalisé. C'est comme quand tu vas à l'hôtel. Ouais. Tu demandes une suite dans un palace. Il y a tous les services qui y sont, mais tu payes à peu près les mêmes prix. Ouais. Par contre, là, tu as ton hôtel pour toi. Ouais, c'est clair. Ouais, à fond. Donc ça veut dire que vous avez une équipe qui vient, qui fait la bouffe, qui fait le ménage. La conciergerie, le housekeeping, le chef. Donc nous, on sert cette clientèle qui veulent avoir une intimité, c'est des familles. Ouais. Il n'y a rien de pire pour les familles que les hôtels, hein, entre eux. Ouais, clairement. Ah, mais c'est vrai. dur. Hein. Et du coup, les familles, c'est notre marché. Eux, ils veulent déjà avoir leur propre cuisine, mais une propre cuisine, hein, pas
les 1 mètre carré Ouais, bien sûr, bien sûr. dans l'appart hôtel. Non, c'est vraiment une belle cuisine où ils se réunissent entre eux. Et c'est le cœur de la maison. Et puis, donc ça, c'est notre marché. Mhm. Et puis avec tout un service 360 degrés, tout dont ils ont besoin, en fait, c'est déjà prévu. Donc, Ok. ils nous disent ce qu'ils ont besoin, c'est un peu à la carte. Soit on a des biens où c'est déjà inclus dans le prix, il y a d'autres biens où c'est plus à la carte. C'est le client les plus indépendants et puis même ils ont... Voilà, ça dépend. Ok, excellent. Il y a de tout. Ah, non, c'est impressionnant. Non, c'est un marché incroyable, mais je pense avec beaucoup plus de perspectives en Suisse, en tout cas, hein, de ce que je vois moi pour l'avenir, c'est beaucoup plus de perspectives dans le haut de gamme que dans la location pour tous, quoi. Oui, Là. bon, alors en Suisse, tu vois, ils viennent ici, ils sont pas choqués. Ça va, c'est le prix. Ouais. Mais dans d'autres pays, ce serait criminel de parler de ces prix pour la location d'une villa. Mais nous, on reste vraiment dans l'exclusif, on reste vraiment dans le produit inédit pour un certain type de clientèle. Donc, on évite énormément on évite tout un autre type de marché. Nous, on reste vraiment dans l'exclusif. Ok. Bon, magnifique. Ouais. C'est quoi les objectifs pour la suite? Une de mes priorités en ce moment, c'est toujours de consolider le partenariat qu'on a avec Cardi Sotheby's parce que eux, ils sont étonnés de la quantité d'opportunités qu'on arrive à débloquer en faisant de la courte durée. Donc, c'est-à-dire que nous, les clients, une autre raison pour laquelle les gens ils cherchent à se loger de façon de courte ou moyenne durée, Toi, tu es étranger, tu sais que tu veux t'établir en Suisse, tu sais pas vraiment dans quelle région, tu viens, tu loues 3 mois. Tu testes, quoi. Tu testes. Tu sais que tu veux une villa à 5 millions, tu loues une villa ici pendant une semaine à ton niveau. Et ensuite, tu dis, je vais quand même tester après Genève ou après Lugano, etc. Et nous, on captive le client à ce moment-là. Ouais. On l'accompagne. On fait, c'est un service très haut de gamme. On peut déjà l'accompagner, gestion de son arrivée. On le met déjà en relation avec des notaires, des avocats qui les aident même dans l'ouverture des comptes, etc. Okay. Donc avec Cardis, on a un très grand potentiel. Vraiment, c'est limitless. Donc ça, c'est une des choses sur laquelle je suis très focus en ce moment. Et surtout qu'on est en train de développer le réseau international. Typiquement, j'étais à Londres, j'étais avec le CEO de Sotheby's Dubaï et Royaume-Uni. Mm-hmm. Donc, on est en train de consolider les demandes des clients à l'étranger pour la Suisse et les Suisses qui veulent partir à l'étranger, on les accompagne aussi. Okay. Donc, ça c'est un de mes objectifs cette année. On a également le développement à l'étranger comme Dubaï et l'Espagne qui est prévu pour cette année. Autrement, business as usual, quoi. C'est non-stop. Il y a assez de choses à faire. Et puis, moi, à titre personnel, je t'en avais beaucoup parlé. C'est la chaîne YouTube. Oui, bien sûr. Que on va faire une vidéo ensemble. Ouais, en fait, qui est lancée. Donc, les biens que nous, on loue, en fait, là, on fait des tours, mais hyper détaillés, sur mesure, de façon cinématographique. Pour le montrer, par exemple, le chalet de Richard Branson. Mm-hmm. Maintenant, il est sur la chaîne YouTube. Okay. Il faut que j'aille voir cette chaîne. Ouais. Donc, comment ça s'appelle? Julian Lee. Ok, parfait. Ça, c'est un de mes projets perso. Et puis, go. Il y a beaucoup d'opportunités en ce moment. Faut savoir les saisir, faut savoir les identifier. Ouais. Mais il faut prendre de l'action. Donc voilà. Cette année, c'est 2024, action. Magnifique. Merci Julian pour le partage. Merci pour toutes ces infos. Plaisir. C'était un plaisir. Et puis, on se voit très vite. Top. Ciao. Merci Edouard. Ciao.